Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive. Une émission dédiée à la promotion de la relation France-Maroc et aussi à la coopération Sud-Sud et de valoriser le mieux possible le capital immatériel des Émirats dans le capital immatériel du Royaume du Maroc. La charte de l'émission Arc-en-ciel, c'est une charte de qualité de sujet à en débattre et aussi la qualité de l'intervenant. Et nous tenons à remercier l'ensemble de nos invités de bords politiques, économiques, intellectuels, présidents d'associations et autres de leur acceptation de passer dans notre émission. Et sachez-le, c'est une valeur ajoutée importante dans l'importance de cette émission qui est dédiée à promouvoir les sujets d'actualité, des sujets à avoir des avis différentes et nous sommes heureux d'être à l'écoute et à votre disposition pour en débattre pour une culture générale et surtout une appréciation globale. Arc-en-ciel. La semaine dernière, on a évoqué la possibilité d'animer une émission dédiée aux retombées et avec un bilan des interventions, suite aux interventions d'un grand nombre de présidents d'associations sur notre antenne, qu'ils ont déclaré à maintes reprises, comme quoi on va agir pour les sinistrés des inondations du sud du Maroc, notamment à Guelmim et à Tiznit et aussi à Tienrir et à Tantan. Et suite à un grand nombre d'échanges avec ces présidents d'associations, de collectifs durant la semaine, et afin que l'intérêt soit préservé, ils nous ont demandé qu'on reporte cette émission jusqu'à une date très proche afin qu'ils fassent le bilan de leurs actions qui ont été menées et les actions qui sont en cours. Avant de rentrer en contact avec notre invité de qualité sur un sujet de très très haut niveau qui touche un grand nombre de nos concitoyens, soit ici en France, soit à l'étranger. On vous laisse avec cette pause musicale de grande qualité d'un Algérien très connu, Ahmed Wahbi. العشق لا يلام والحب على العاشق مقدر العشق لا يلام والحب على العاشق مقدر واللي كواه بناره واللي كواه بناره ما يلقى طبيب لدواه يجبر اللي كواه بناره
ما يلقى طبيب للدواء يجبر علاش تلوموني علاش تلوموني علاش تلوموني قلبي بغاها وكرهتوني كرهتوني وكرهتوني على جلها وما نقدرش أنا ما نقدرش ما نقدرش نحول حب الأول أنا له الأول يا ربي يا ربي يا ربي صبرني وخود الحق اللي ظلمني اللي ظلمني يا ربي صبرني وخود الحق اللي ظلمني اللي ظلمني Sur ces bonnes paroles d'un chanteur connu, reconnu à l'échelle internationale, c'est Ahmed Ouhabi, Allah yarhamou wa salih, une personne qui a marqué l'histoire de la chanson algérienne et aussi marocaine parce que c'était un leader pour Oustadna al-Kabir, Abd Hadi Belkhiyat. Nous ouvrons le débat aujourd'hui sur un dossier qui est d'actualité, un dossier de très très haut niveau, c'est la finance islamique et le cas du Maroc, avec un titre de taille, les enjeux de la finance islamique face à la mondialisation. Pour cela, nous sommes heureux d'avoir parmi nous, sur nos ondes, une personnalité connue et reconnue sur l'échelle internationale, sur le plan pratique, bien entendu, mais aussi sur le plan théorique, une personne de domaine. Nous tenons à le remercier infiniment d'avoir accepté dès le premier appel et dès le premier contact notre invitation. N'est que Oustadna al-Kabir, Monsieur Belkacem Boutayeb, marhaban. Shukran. Monsieur Belkacem Boutayeb, c'est un citoyen africain du Maroc, de naissance de l'Algérie, notre pays frère. La carrière bancaire internationale a touché un grand nombre de pays dans le monde, le cas du Maroc, du Liban, à Bahreïn, aux Émirats Arabes Unis, en France bien entendu, et en Suisse. Il est directeur international du groupe de finance islamique, Al-Ma'al al-Islami à Genève, coordinateur général pour l'implantation des premières banques islamiques en Afrique subsaharienne en janvier 82, c'était le cas de Sénégal, du Niger et la Guinée-Conakry en avril 1983. Vice-président Afrique du groupe Dar Adin Al-Umma à Genève. C'est une société d'investissement minier opérant en Afrique de l'Est et de l'Ouest à capitaux arabes. Délégué général du groupe d'investisseurs arabes au Maroc et en Afrique entre 1975 et 2005. Expert par excellence consultant auprès de la Banque africaine de développement. Expert MENA et Afrique en finance et banque islamique. Mais surtout, c'est un militant associatif et médiateur culturel pour la paix et le dialogue. C'est Boutayeb, bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. Merci, cher ami. Comme vous le savez, le Maroc, à l'instar d'un grand nombre de pays musulmans, avance doucement mais sûrement dans le grand chantier de la finance islamique. Ce chantier
Et récemment, il y avait la loi qui a été adoptée. Il y a aussi la commission de ulama qui a pris aussi le dossier en main pour une validation définitive afin qu'on rentre sur du pratique. Et un grand nombre de sociétés bancaires marocaines ont montré leur intérêt par rapport à ce produit. Mais le Marocain, autant que tel, et la quasi-totalité aussi des MRE, des Marocains résidents étrangers, et nos auditeurs, quelles que soient leurs origines, veulent savoir dans un premier temps de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est que cette notion de la finance islamique et ses principes. Alhamdulillah wa ala barakatillah. Une banque islamique est une institution de financement, de conseil et d'accompagnement qui se veut au service de l'économie réelle et de tout projet porteur de valeur ajoutée humaine, sociale, économique et écologique. Cela va de l'acquisition d'un logement au financement d'une unité industrielle ou d'un projet à forte technologie innovante. Cette finance islamique a un référentiel de conformité avec les préceptes de l'islam et les fondements de la charia qui est la loi islamique régissant les relations humaines dans toutes les dimensions. C'est une finance qui se veut éthique, solidaire, coopérative, alternative et participative. D'ailleurs, il est intéressant de relever que ces banques islamiques sont appelées participatives en Turquie et au Maroc. Et il y a lieu de préciser que la finance islamique s'interdit de financer ou de favoriser tout ce qui peut nuire à la santé physique, mentale ou morale de l'individu. Voilà l'essentiel de ce que je peux dire sur la finance islamique, sur la banque islamique. Qui est non conforme à la charia ne peut être financé par ces banques. Rien de tout ce qui est non conforme à la charia ne peut être financé par la banque et est catégoriquement interdit, et c'est pour cela que nous pouvons aborder la notion de conseil des ulama et de contrôle de surveillance. Effectivement, il y a une loi qui a été votée en 2014 relative à ces établissements de crédit, organismes assimilés. De quoi il s'agit réellement de cette loi? Parce que là on rentre dans un cadre législatif. Alors, la loi 103/12, adoptée le 24 novembre 2014, a fait l'objet de longues discussions et de grands débats au niveau des deux chambres et du Conseil économique, social et environnemental du Maroc. Composée de 196 articles, dont 17 réservés aux banques participatives à référentiel islamique, elle définit en fait le cadre légal et réglementaire régissant la fonction de ces banques. Elle a été enrichie par les recommandations du CESE pour éclaircir le rôle de la Banque centrale, Banque El Maghrib, qui reste le garant et le gendarme de la déontologie professionnelle avec ses règles de surveillance macro-prudentielle et sa gestion des risques systémiques. Cette loi définit également le rôle consultatif du Conseil de la concurrence pour réguler les risques de déséquilibre du marché au vu des normes pragmatiques de gouvernance. Enfin, elle instaure le Conseil supérieur des ulama comme instance de conseil de surveillance éthique et morale pour s'assurer de la conformité des opérations par rapport à la charia, qui est donc la loi islamique. Cette nouvelle loi bancaire a l'avantage aussi de définir plus clairement l'intervention des associations de microcrédit, des banques offshore, des sociétés de transfert de fonds. Voilà l'essentiel de cette disposition de cette loi. Cette commission, si vous voyez, cette commission issue du Conseil des ulama, il est composé que des personnes de religion, ou il y a des experts qui font partie de cette commission? Cette commission est composée d'une dizaine de théologiens, donc de spécialistes de la charia, et de 4 ou 5 experts techniques qui sont issus du monde financier et bancaire. Et son avis, il est consultatif ou c'est un avis qui... Son avis est consultatif.
tout à fait. N'oublions pas de préciser que ce Conseil supérieur de Ulama est présidé par Sa Majesté le Roi. Premier commandeur des musulmans. Exactement. Donc, une deuxième question, si vous le permettez, Sibou Taïeb. Cette notion de banque islamique au Maroc, bien entendu, il est lié à un certain nombre de contraintes. Donc, il y a des banques traditionnelles qui sont déjà installées, il y a des pratiques qui sont déjà installées, sachant qu'il y a parfois des paradoxes entre la religion et ces pratiques des banques traditionnelles. Quelles chances de réussite pourront avoir ces banques islamiques face à la concurrence des banques traditionnelles, dans l'équilibre financier dans ces pays musulmans et aussi dans la société en question, et notamment la société marocaine? Alors, ces banques participatives au Maroc vont pouvoir démarrer vers le dernier trimestre 2015, autour du mois de septembre, et vont commencer à affûter leurs armes pacifiques dans un environnement superbement contrôlé par les banques conventionnelles. Lorsqu'on constate que ce nouveau marché sera judicieusement accompagné, entre guillemets, par les leaders de la finance conventionnelle, il est facilement imaginable que le bébé devra évoluer gentiment et timidement aux côtés des grands, par un de surcroît. On parle déjà de l'entité d'Al-Safa, qui a sollicité un agrément de banque islamique du groupe Tijari Wafa Bank, et du partenariat BMC El Baraka, pour donner l'élan à la banque participative horizon fin 2015. Effectivement, il y a d'autres initiatives qui sont en cours. De nombreuses déclarations d'intention émanent de la Banque populaire, du CIH et de la BMCI. Oui, effectivement, il y a une interview de M. le Président, directeur général de Tijari Wafa Bank, M. Ktani, qui nous saluons. Il a dit, dès que le banque Al-Maghrib aura finalisé tous les textes suivant le projet de loi et que le Conseil de la Sharia aura été créé, nous allons demander un accord pour transformer Dar Safa en banque islamique à part entière. Mais aussi, il a déclaré autre chose de taille qui me tient à cœur aussi parce que il a tout un sens. Monsieur le Président directeur général a dit aussi que nous avons beaucoup de propositions immanentes de banques islamiques internationales, mais nous ne sommes pas actuellement à la recherche d'un partenaire étranger. La question, est-ce qu'un groupe comme Tijari Wafa Bank peut assumer une telle tâche sans demander l'aide des banques étrangères qui dépendent de pétrodollars? Alors, je vais vous répondre très franchement. J'ai la chance d'avoir été fait partie de la famille de la Banque commerciale du Maroc, qui par la suite de la fusion est devenue Tijari Wafa Bank. Il est certain que quand on parle de banque islamique, on parle d'abord de banque, on parle de technique bancaire. Et il faut être technicien, il faut être professionnel pour pouvoir exercer le métier de la banque, qu'il soit conventionnel ou islamique. Maintenant, il est vrai que la Tijari Wafa Bank, comme d'autres banques leaders, sont en train d'investir de manière très heureuse tout le continent africain. Et le professionnalisme et l'expertise marocaine sont reconnus mondialement. Et Tijari Wafa Bank n'a pas besoin de partenaires financiers parce que grâce à Dieu c'est une banque très 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 riche. Mais ils ont besoin de technicité et ils ont les moyens de s'offrir la technicité de la finance islamique qu'on peut trouver au Moyen-Orient, dans les pays du Golfe et dans les pays asiatiques, notamment en Malaisie. Et donc, Tijari Wafa Bank n'a pas forcément besoin d'un partenaire financier, capitaliste, pour créer une banque islamique. Donc, on peut dire comme quoi ce n'est pas une condition obligatoire d'avoir une banque étrangère pour créer le principe de la banque islamique dans un pays. Pas du tout. Les opérateurs marocains ont toutes les capacités financières, intellectuelles, matérielles pour créer leurs propres outils de financement conformes à la charia islamique. Oui, je vais passer à une question qui est en relation avec ce que vous venez de citer par rapport au groupe Tijari Wafa Bank et son implantation dans le continent africain. Comme vous le savez, Sa Majesté Mohamed VI, après la décision depuis plusieurs années d'une coopération sud-sud.
Une coopération, bien entendu, fondée sur un rapprochement économique, voire aussi social et parfois religieuse, avec les pays africains, et notamment subsahariens. La finance islamique peut-elle être un outil de développement avec ces pays qui peut accompagner cette coopération sud-sud? C'est extraordinaire que je me retrouve sur vos ondes au lendemain du grand forum international Afrique Développement qui s'est déroulé à Casablanca le 19 et le 20 février et qui a connu un succès retentissant de l'avis de tous nos invités africains qui étaient au nombre de 1200. Vous savez, le continent africain recèle de grandes richesses et de belles ressources humaines, financières, minières et naturelles. Et justement, l'économie islamique repose sur la complémentarité des ressources, des moyens, des synergies et sur la solidarité régionale et communautaire. Donc si nous, Africains, tous ensemble, du nord au sud, en passant par le centre, l'est et l'ouest, si nous avons l'intelligence de favoriser les dimensions culturelles ancestrales et les impératifs économiques, en laissant de côté le jeu du bêtisier politique et en arrêtant de nourrir les marchands d'armes et de morts, l'Afrique avancera mieux et s'imposera indiscutablement dans le concert des grandes nations de façon pragmatique. Ce que nous avons vécu à Casablanca ce week-end avec ces fortes charges émotionnelles et les partenariats qui ont été initiés dans le cadre de l'Afrique Développement nous ont vraiment rassurés et confortés dans notre fierté d'appartenance africaine. La finance islamique, effectivement, par le canal de la Banque islamique de développement, aux côtés de la Banque africaine de développement, des grandes banques marocaines et africaines de référence, contribuera assurément à mieux équilibrer les finances publiques et promouvoir le partenariat public-privé dans la dynamique de cette coopération sud-sud qui nous est chère à tous. Une question pratique, Sibou Taïeb. Oui. Quelle monnaie utiliser dans la finance islamique? Quelle monnaie? Parce que là, il y a le dollar, mais y a-t-il possibilité d'avoir d'autres monnaies? Vous savez, je veux vous dire, dans les fondements de la finance islamique, si on pouvait se permettre de rêver davantage, donc l'idéal, ce serait de mettre ensemble ces ressources minières, financières et humaines et d'arriver à exploiter toutes nos mines d'or qui sont dans de nombreux pays de la nation islamique et du continent africain. Je pense à la Guinée-Conakry, je pense à la République démocratique du Congo, qui sont de véritables scandales géologiques. Et si nous arrivons en Tanzanie également, etc., si nous arrivons à extraire le maximum d'or et à sortir la monnaie, la pièce d'or qui est le dinar islamique, normalement c'est ça la monnaie de référence. Et le dirham islamique qui est la pièce d'argent. Mais pour le moment, jusqu'à maintenant, les échanges internationaux dans la finance islamique se font essentiellement sur le dollar et puis bien sûr sur des paniers de devises, euros, yens, etc. Juste une question aussi pratique. Vous savez, sur le terrain, donc monsieur lambda, le Marocain tout court, ou bien les huméreux, parce qu'il y a aussi des huméreux qui s'intéressent par rapport à cette finance islamique. Comment peut imaginer demain, après-demain, acheter un bien immobilier? De quelle manière peut acheter un bien immobilier? Ou bien faire de la microcrédit pour financer une petite ou moyenne entreprise? Comment vous voyez les choses? Voilà. Bien sûr. Je vais vous dire, la finance islamique, d'abord, elle ne s'adresse pas seulement aux musulmans. N'importe qui, nonobstant sa confession, peut venir s'adresser à une banque islamique à partir du moment où il accepte les règles de partenariat, de partage de risques, de responsabilité et de résultats. Tout le monde est éligible au financement islamique. Je connais des familles juives à New York, les fondements de la finance islamique, beaucoup d'Européens, etc. N'oublions pas que en 2008, lorsqu'il y a eu l'hécatombe de la crise financière internationale, les plus grands banquiers américains ont déclaré que seule la finance islamique aurait pu sauver le monde, parce que cette finance, elle est éthique, elle ne repose pas, elle rejette la spéculation. Elle repose sur la notion de risque et d'entrepreneuriat et elle repose sur des actifs tangibles réels.
alors n'importe qui peut trouver son bonheur pour le financement de son logement, de sa voiture, de sa PME-PMI, de ses activités en technologie. Simplement, si vous voulez, dans l'islam, les richesses appartiennent à Dieu et nous en sommes les dépositaires. Donc, qu'est-ce que nous avons dans la banque islamique? Nous avons un investisseur qui confie son argent à la banque, qui lui fait confiance pour investir cet argent et le faire fructifier. La banque a les capacités d'ingénierie administrative, financière, etc., pour trouver le bon gestionnaire qui a de l'expertise, de l'expérience, des moyens humains, et que la banque, après avoir une étude très sérieuse, peut financer en acceptant d'assumer le risque. Et le risque final est sur l'investisseur. Donc, il est de l'intérêt de la banque de trouver le meilleur gestionnaire, de l'accompagner, de le conseiller dans la gestion de cette affaire et de réaliser un maximum de bénéfices. Une banque islamique n'est pas une offre philanthropique, c'est pas une offre de bienfaisance, elle est là pour gagner de l'argent. Parce qu'elle travaille en MNA, elle a une MNA pour son investisseur. Elle doit lui faire gagner de l'argent. Un des résultats, chacun a une part le gestionnaire, il a eu son salaire, il a eu toutes ses facilités, et en plus il a une prime de bilan, parce que c'est grâce à son travail, à son sérieux, à sa diligence, à son honnêteté qu'on a gagné cet argent. Risquer son argent, lui, il doit avoir une part substantielle des bénéfices. Ensuite, il y a la part de l'État par les impôts, il y a la zakat pour les pauvres, et il y a peut-être un 7 ou un 8% qui devrait être réservé à l'écologie pour préserver l'environnement. C'est ça le principe de la relation dans la finance islamique. Et le pourcentage, comment ça se fait? Donc ça se fait sur un commun accord? Sont convenus à l'avance. Vous venez chez moi, vous avez passé toute votre vie, vous avez 25 ans d'expérience dans la communication ou dans la radio, etc. Vous voulez venir monter votre radio privée, j'étudie votre projet et je vais vous dire, voilà, je mets à votre disposition tant d'argent pour tant de lignes de financement pour travailler pendant 2-3 ans, etc. J'ai une part de bénéfice que je réserve à mon investisseur qui sera de 60% par exemple des résultats. Je vous donnerai en accord avec mon investisseur 10 ou 15% de prime de bilan. Moi, banque intermédiaire, je prends un 10 ou un 12% pour régler mes frais de fonctionnement. Et donc c'est convenu, c'est une question de négociation, c'est convenu à l'avance. Parfait. Si vous Taïeb, je me permets de vous proposer une petite pause musicale. Certainement, ça va vous faire plaisir. En attendant qu'on passe à une deuxième étape de questions. Avec grand plaisir. Alors, restez en ligne avec nous, s'il vous plaît. Je vous remercie. قعدوا في الغربة حيارة والغربة صعيبة وغدارة قعدوا
طيبة وغدارة. يا فرحي على ولاد الحمري، ولاد المدينة وسيد الهواري، عديت معاهم صغري لهم فني طول عمري، عديت معاهم صغري لهم فني طول عمري، عمري لا ننسى بلادي أرضي وأرض جدادي، وهران دوح شبابي وهران تنسيلي عذابي، نحلف لك ما يطولش غيابي ونعود بين أهلي وأحبابي، والله ما يطولش غيابي ونعود بين أهلي وأحبابي. Oui, de retour sur l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel et avec notre invité de qualité, c'est Boutayeb. Nous continuons avec une question, si vous le permettez. Est-ce que la finance islamique peut-elle constituer une alternative aux crises de la finance occidentale? Oui, certainement. Il s'agit fortement d'une nouvelle approche de financement alternatif et innovant, mais qui repose sur deux préalables importants. C'est la présomption de bonne foi, husn al-niyya, entre les parties contractantes, et la relation de confiance clairement validée entre la banque, qui est le médiateur et l'intermédiaire agréé de l'investisseur à risque, et le contractant bénéficiaire du financement. Et c'est une opération qui est basée sur le partage des risques, de la gestion et des résultats en perte ou en profit. Pour illustrer la formule, je dirais que si dans la finance conventionnelle, on dit que l'argent est le nerf de la guerre, alors dans la finance islamique, l'argent est le nerf de la paix sociale. Parce que si tout le monde a accès au financement, il y aura moins de chômage, il y aura plus de travail, il y aura plus de jeunes entrepreneurs, il y aura plus de PME, PMI qui vont fonctionner et qui vont, quand on sait que des économies comme le Japon, la Suisse, les États-Unis, mais aussi le Maroc, sont contrôlées à 90% par des PME, PMI. Et malheureusement, dans la finance conventionnelle, le financement des PME, PMI fait gravement défaut. Et donc, la finance islamique peut apporter une solution importante au financement des PME, PMI. Mais elle peut également, dans nos pays, soulager les finances publiques. Elle va développer et augmenter le taux de bancarisation parce qu'il y a beaucoup de Marocains et beaucoup de musulmans partout, et de beaucoup de nos MRE qui ne veulent pas travailler avec des banques conventionnelles parce qu'il y a cette notion de riba. Donc, plus il y aura de banques islamiques, plus il y aura de gens qui vont se bancariser. Ensuite, ce qui est très important sur le plan, disons, intellectuel, c'est qu'on va changer les habitudes. Les Marocains et d'autres clients à travers le monde vont développer la culture de l'entrepreneuriat et du risque. Et puis, de toutes les façons, pour revenir à cette chose essentielle, que les richesses appartiennent à Dieu et que nous sommes dépositaires en Amana pour gérer au mieux cette richesse, la faire fructifier et avoir un partage équitable. Il n'est pas normal que dans nos pays, il y ait des riches et des pauvres pauvres. Il faut rééquilibrer la fracture sociale et rapprocher les gens dans la solidarité communautaire et dans le partage des richesses. Là, je m'adresse à un musulman convaincu. Comme vous le savez, ces derniers jours, l'islam a reçu pas mal de coups de bec, mais c'est des coups de bec qui ne feront rien sur l'islam parce que l'islam est protégé par Dieu. Et il y a aussi pas mal d'amalgames sur ce qui se passe actuellement par-ci, par-là.
Et lorsqu'on vérifie cette affaire ou la regarde de près, on constate comme quoi l'origine de tout ce malaise, c'est la crise économique. Ne croyez pas que tout simplement cette finance islamique peut être un instrument de taille pour combattre la dérive de certains membres qui se prétendent des musulmans? Excellent, je vous remercie pour cette question parce que malheureusement, on a essayé de nous faire croire que la finance islamique finançait l'islamisme, ce qu'on appelle l'islamisme ou le terrorisme. La finance islamique, elle est éthique, elle est pour la paix, elle est pour le rapprochement des peuples, elle est pour le dialogue des cultures. Et au niveau de la Banque islamique de développement, ils sont en train, depuis de longues années, de développer justement cet investissement sur le culturel et sur le dialogue. Et nous devons tous nous mettre ensemble, musulmans, dans l'ouverture du dialogue avec les autres religions, pour dire que l'islam, ce n'est pas ce qui se passe actuellement dans certaines régions, en Irak, en Syrie, etc. L'islam est un islam d'amour, de paix, de dialogue et de rapprochement. Et il faut rappeler à nos amis non musulmans que Moïse et Jésus sont cités beaucoup plus que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, que nous vénérons Marie, que l'islam est venu simplement pour compléter les enseignements des autres religions. C'est une continuité et que la première des choses qu'on nous enseigne dans l'islam depuis notre jeune âge, c'est que nous devons reconnaître, respecter et vénérer tous les prophètes des autres religions. Dans cette notion de paix et d'amour du matin jusqu'au soir, et nous sommes les premiers à condamner ce qui s'est passé à Paris, ce qui se passe, ce que les Coptes qu'on a tués, etc., etc. Toute vie humaine est sacrée, est une créature de Dieu. Tout à fait à l'opposé de ce qu'on veut faire croire quand on parle d'État islamique ou etc. On galvaude les mots sans savoir exactement leur profondeur. Nous sommes blessés dans notre chair. Nous souffrons à chaque fois qu'il y a un être humain qui est assassiné, et il faut que l'islam reprenne ses lettres de noblesse. Justement, c'est aussi la charte de cette émission, comme vous l'avez pu constater la semaine dernière. Il y avait un rabbin, il y avait un évêque, et aussi il y avait un recteur qu'ils ont passé dans notre antenne. J'ai adoré votre émission. J'ai beaucoup aimé votre émission. Je vous remercie infiniment, mais sachez-le, c'est un devoir. On vit dans un monde de médias, on vit dans un monde de communication. Il faut communiquer. Bien parce sûr. Que si on communique pas, donc on peut pas faire valoir nos valeurs, nos principes. Donc, il y a une avant-dernière question, si vous le permettez. Vous savez, je sais que vous êtes quelqu'un qui défend cet rapprochement aussi avec la France et le Maroc. Vous êtes quelqu'un qui défend aussi les MRE. Ma question est, quel conseil, en tant qu'expert en la matière, vous pouvez donner à la France sur la question de la finance islamique, là où ça piétine un petit peu ici en France, vu que un grand nombre de musulmans vivent sur le territoire français? Je vais vous dire, j'ai eu l'occasion de converser avec Madame Christine Lagarde, qui monte la garde au FMI maintenant, et qui a été très favorable à la finance islamique quand elle était au portefeuille des finances. La France a un rôle extrêmement important à assumer, surtout en cette période de crise, en valorisant davantage ces diasporas maghrébines, africaines et musulmanes. J'ai adoré Madame Merkel quand elle est rentrée de la marche de solidarité de Paris et elle a dit « l'islam fait partie de l'Allemagne ». Eh bien, l'islam fait partie de la France. Et la France qui est laïque et qui se positionne laïque ne doit faire aucune exclusion et traiter les mêmes cultures, je dirais, pour ne pas dire les mêmes religions, à égalité. Et tous les citoyens français ou tous les citoyens humains qui sont sur le sol français doivent être traités avec respect et considération. Et la France, forte de sa multiculturalité, peut davantage profiter et être fière de ses enfants
arc-en-ciel, je me permets de reprendre le terme arc-en-ciel, parce que un Marocain, un Algérien, un Tunisien qui se retrouve diplomate dans un consulat ou une ambassade avec un drapeau français sera mieux et sera un meilleur médiateur culturel en Afrique et ailleurs que peut-être quelqu'un qui viendrait de la Bretagne ou de la Corse, etc. Il y a un problème de dimensionnement culturel. Et la France a intérêt à mieux valoriser ces citoyens qui sont d'origine maghrébine ou africaine et qui sont devenus français par choix, par abnégation, par amour, et qui peuvent servir et la diplomatie française et l'économie française et servir de médiateurs pour mieux rapprocher la France des cultures africaines et maghrébines et musulmanes. Ma dernière question, c'est Boutayeb, là aussi je m'adresse à un Maghrébin qui a toujours, qui croit toujours à cette union du Grand Maghreb, cette union qui était tellement souhaitée par un grand nombre de personnes, voire la totalité de nos concitoyens dans les pays du Maghreb. Pensez-vous pas qu'il n'y a pas matière sur deux volets? Premièrement, les franco-maghrébins, comme on a échangé au téléphone, ont une responsabilité assez importante pour valoriser cette fraternité d'office. Donc, on n'a pas une fraternité qui vient de naître, mais c'est une fraternité d'office entre nos deux peuples. Et aussi de parler finance islamique. Pourquoi pas un produit finance islamique maghrébin peut jouer un rôle de ciment ou un rôle moteur pour éventuellement cette ouverture de frontières et aussi cette relance économique et sociale dans les pays du Maghreb. Oui, je suis content que vous me posiez cette question. Nous avons célébré il y a 5-6 jours le 26e anniversaire de l'UMA. Je parlais encore ce matin avec notre ancien ambassadeur en Tunisie de cette UMA. Je vais vous dire, sur le ton de la plaisanterie, je l'avais dit dans une conférence à Tunis, l'UMA a raté son histoire d'amour, parce que le train de l'UMA est arrivé 3 jours en retard de la Saint-Valentin. Il est arrivé un 17 février au matin, alors qu'il aurait dû arriver le 14 février. Magnifique. Ça, c'est juste pour dire que l'UMA, c'est une histoire d'amour, et doit être une histoire d'amour. Sid Ahmed Rosali disait, j'écoutais une de vos émissions, il disait le peuple marocain et le peuple algérien sont un même peuple, bien sûr séparés par des frontières héritées du colonialisme. Et nous constituons 80% du Maghreb. Alors si chacun de nous, chaque citoyen, je parle même pas des États, je parle pas des gouvernements, chaque citoyen marocain et algérien apportait son 40%, nous ferions vite ce Maghreb, parce que nos frères tunisiens sont tout à fait acquis à la cause, nos frères mauritaniens et libyens ne pourront pas et viendront aussi avec beaucoup de bonheur rejoindre ce palace magnifique qui peut être le grand Maghreb. Et nous devons décomplexer les relations du passé, nous devons dépasser les aléas politiques et nous devons favoriser le culturel et l'économique, parce que le Maghreb ne se décrète pas, il se choisit. Il faut laisser les gens circuler librement, il faut non pas ouvrir les frontières, mais abolir les frontières. Et il faut que, moi je dis, je suis fièrement, on me qualifie du plus algérien des Marocains, je l'assume avec bonheur. Je suis né sur cette terre d'Algérie et j'embrasse la terre d'Algérie, j'embrasse le drapeau algérien. Et je dis à mes amis algériens et tunisiens, etc., que chacun de nous aime son pays, sacralise son pays, vénère son pays, mais qu'il respecte l'autre tout simplement. Et c'est dans le respect, la paix, le dialogue et l'amour que nous allons assurer l'avenir de nos générations. Et j'ai envie, si vous me permettez, d'embrasser ma terre natale d'Oran et de faire un salut fraternel à tous mes frères algériens et maghrébins et africains.
Merci Sebo Tayeb, avec ces belles paroles. Nous tenons à vous remercier de cette participation très constructive qui nous honore autant que franco-marocains sur le territoire français, que nous essayons avec le peu de moyens de valoriser et de faire entendre les voix des patriotes là où ils se trouvent, la voix de la vérité, la voix de la relance et la voix de l'espoir. Je vous dis à très bientôt, si vous le permettez. Merci beaucoup, bravo à votre équipe, merci beaucoup. Merci, c'est Boutayeb, et à la fin on vous laisse avec cette belle chanson d'un duo maroco-algérien de Chabi, la fameuse Daoudia et aussi Zahwania à Oran. Merci beaucoup, et restez en ligne pour écouter cette belle chanson qui montre que la relation. Bonjour à la terre de France. Bonjour à vous et à très bientôt. Restez en ligne. Merci. وش جايبه لكم وش نقول لكم وش نحكي لكم احلى حاجه حبيبتي واختي وعمري فنانه قاعد تحبوها ونحبها انا ونموتوا عليها. شكون هي؟ الحاجه الزهوانيه. اعطيونا صفيقه تحرى عليها. هيا تمو هيا تاعكم. هيا اعطيني صفيقه. هيا الله صل عليك رسول الله. الله صل عليك رسول الله. وشهد بي قاع صلى عليه. السلام عليكم. عليكم السلام. نقول لك كلمة داودية حبيبتي. هذه بلدك الثانية. هادو خوتي وحبابي. هادو راني في كازا. ومرحبا بك في الجزائر. الله يسلمك. والناس وهرا نقولها لك يا أخت. الناس وهرا معروفين بالكرامة وضيفهم ما يقعد برا. معروفين بالكرامة وضيفهم ما يقعد برا. هذا الشعب اللي قدر الفنان ويحترم الفنان. ومرحبا بيك في بلدك. وسعدتنا بيهم. يلا سعدتنا بيهم. يلا تو المون. هاكا نديرو يلي ما بغانا تعمى عينو. 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 نوهرنا كاع رجاله كاع ما يغيروا. ايوا هيا تو. اوه يا ميرسي بوكو. تو الموند. ايوا واو واو كان قاع رجالة إذا بداكم تعمى عينو. لسان شريان قاع حبابي. أيوا في البابور. ولاك يا رجالة بلادي مغفورة اللي ما عطاهاش بالطيارة يعطيها في البابور. ولا الجزائر رجالة بلادي مغفور اللي بغانا تعمى عينو. لقا وليدات الفاميلة اللي ما بغاكم تعمى عينو. الزهوانية عالداودية. أيوا allez tout le monde les maoulés les Algériens ناس وهران fort.
الصمبة هات يا ملوى هات تزعلنا هات يا ملوى هات الصمبة صمبة صمبة هات الصمبة هات الصمبة هات الصمبة. Dans le cadre de l'actualité, nous tenons à transmettre nos sincères félicitations au patron du contre-espionnage du Royaume du Maroc, Sir Abdelatif Al-Hammouchi, qui était décoré récemment à Paris après sa décoration en Espagne. Sur ces bonnes paroles de Zouania et aussi de Daoudia, deux duos féminins de très haut niveau dans la chanson populaire maghrébine. Et sur cela, nous vous souhaitons une excellente journée et à la semaine prochaine, Inch'Allah, avec d'autres interventions sur d'autres sujets d'actualité. Sachez-le que l'émission Arc-en-Ciel est fondée sur le principe de la qualité, rien que la qualité. Et je vous dis à très bientôt. Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Arc-en-Ciel, la chronique.